Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le nouveau gouvernement Raffarin a été présenté il y a un peu plus d'une demi-heure. Les rôles sont redistribués. Nicolas Sarkozy est nommé à l'économie, Dominique de Villepin à l'intérieur, Jean-Louis Borloo à l'emploi et à la cohésion sociale et François Fillon à l'éducation. Les nouveaux venus sont finalement peu nombreux, avec notamment Michel Barnier aux affaires étrangères ou Philippe Douste-Blazy aux affaires sociales. 43 ministres ou secrétaires d'État au total. Demain, Jacques Chirac sera l'invité des journaux de 20h de France 2 et TF1 en direct de l'Élysée. Dans l'actualité encore, le chômage, quasiment stable en février, moins 0,1%, soit 2700 demandeurs d'emploi en moins. Le premier incident majeur dans la campagne présidentielle en Algérie. Des émeutes ont éclaté en Kabylie en marge d'un meeting du président Bouteflika, candidat à sa propre succession. L'estimation annuelle du budget automobile des Français, 350 à 400 € par mois pour une voiture à essence. Et surtout une conclusion, la location n'est pas plus chère que l'achat. Enfin, l'événement culturel à Marseille, dans les murs de l'ancien music hall L'Alcazar, la plus grande bibliothèque de France hors Paris, a ouvert ses portes, un établissement ultra moderne. Les négociations auront donc duré jusqu'au dernier moment. C'est à 19h25 tout juste que le secrétaire général de l'Élysée, Philippe Bas, est apparu sur le perron pour donner la composition du nouveau gouvernement. Une équipe finalement peu renouvelée. La plupart des ministres en place sont reconduits, mais à un autre poste. Il y a les piliers, ceux qui reviennent, et aussi les petits nouveaux. Voici sans attendre le détail de ce gouvernement Raffarin III avec Hélène Hugues. Construit en 3 jours, le nouveau gouvernement reposera sur 4 piliers. Nicolas Sarkozy prend la tête d'un super ministère de l'économie et des finances. Numéro 2 du gouvernement, il accède au rang de ministre d'État. C'est Dominique de Villepin qui lui succède au ministère de l'Intérieur. Jean-Louis Borloo se voit confier un grand ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Et Philippe Douste-Blazy hérite du portefeuille des Affaires sociales. Ils entrent au gouvernement, mais ils sont loin d'être des novices. Michel Barnier quitte Bruxelles pour le ministère des Affaires étrangères. Renaud Donnedieu de Vabre retrouve un portefeuille, celui de la culture. Serge Lepelletier remplace Roselyne Bachelot à l'écologie. Enfin, la maire d'Avignon, Marie-Josée Roig, s'occupera de la famille et de l'enfance. Déjà ministre, il change d'affectation. François Fillon quitte les affaires sociales et devient ministre de l'Éducation nationale. Après la recherche, Claudie Aigneret s'occupera des affaires européennes. Xavier Darcos passe de l'enseignement scolaire à la coopération. Dominique Bussereau sera aux côtés du ministre des Finances, secrétaire d'État au budget. Patrick Devedjian prend en charge l'industrie. Renaud Dutreil, la fonction publique et la réforme de l'État. Enfin, Jean-François Copé devient ministre délégué à l'Intérieur, mais reste porte-parole du gouvernement. Pas de changement pour 5 ministres du gouvernement. Michel Alliot-Marie conserve le portefeuille de la Défense. Dominique Perben garde la justice. Hervé Guémard reste au ministère de l'Agriculture. Gilles de Robien à l'équipement, au transport et à l'aménagement du territoire. Enfin, Jean-François Lamour conserve le portefeuille des sports. Ils sont les nouveaux visages du gouvernement. Secrétaire d'État auprès d'un ministre, Marc-Philippe Daubresse, ici avec le micro, s'occupera du logement. À ses côtés à l'image, Xavier Bertrand devient secrétaire d'État à l'assurance maladie. Enfin, Nicolas Forissier sera en charge de l'agriculture auprès d'Hervé Guémard. Voilà pour quelques-uns des membres de cette équipe. On va y revenir en détail dans un instant. Sachez tout de suite que Jean-Pierre Raffarin engagera la responsabilité de son gouvernement après un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Une déclaration de politique générale, ce sera lundi à 15h. Avant d'y revenir en détail, l'ambiance de cette journée à Matignon ou ailleurs dans les palais officiels. Chronique des derniers arbitrages, parfois laborieux. Mathias Hillion, Catherine Just. Jean-Pierre Raffarin s'est caché toute la journée, mais tient à se montrer quand il sort du bureau de Jacques Chirac ce soir, souriant. La liste du nouveau gouvernement vient d'être ratifiée par Jacques Chirac. Sur le chemin du retour à Matignon, son escorte laisse les caméras s'approcher de sa voiture. Pour le Premier ministre, c'est la fin d'une 3e et dernière journée de négociation, de consultation, organisée dans la plus grande discrétion. Ce matin, il s'était rendu à l'Élysée en évitant les objectifs. À cette heure-là, les tractations continuaient. De retour à Matignon, Jean-Pierre Raffarin reçoit de nouveaux visiteurs.
Parmi eux, Jean-François Copé, il changera d'affectation quelques heures plus tard. L'après-midi a des allures de défilé des remerciés. Luc Ferry qui retourne à ses livres, Jean-Jacques Ayagon et Roselyne Bachelot, ils quittent tous trois le gouvernement. Ce soir, Matignon a retrouvé le calme après 72 heures d'agitation et de mystère. Et on revient maintenant sur les hommes forts de ce nouveau gouvernement. Et d'abord, Nicolas Sarkozy. 7 fois encore, il n'a pas eu Matignon, mais il garde son rang de numéro 2 dans la hiérarchie. À 49 ans, il va piloter un grand ministère de l'économie aux attributions élargies. Objectif, accomplir pour la croissance ce qu'il a fait pour la sécurité. Michael Darmon. Il le confie souvent, Nicolas Sarkozy aime diriger les grosses structures. Nommé au ministère de l'Intérieur en 2002, le voilà servi et indique les priorités gouvernementales. Sécurité, baisse de la délinquance, avec un seul mot d'ordre. Que plus personne n'ait peur. Oui. Place Beauvau, où l'on passe sa journée à gérer l'imprévu, la méthode Sarkozy est simple, le mouvement permanent. Un ministre, c'est là pour avoir des contacts, rencontrer des gens, être sur le terrain, faire beaucoup de choses. Vous savez, on est ministre moins longtemps qu'on ne le croit. 2 ans, c'est justement le temps que se donnait en privé Nicolas Sarkozy à l'intérieur. 2 ans au cours desquels il a multiplié les sorties hors de son périmètre ministériel. Je suis là pour résoudre les problèmes, justement. Évaluer, publier les résultats, récompenser le mérite, c'est le discours positif qu'attend la fonction publique. Et devant les Français de Hong Kong, il exposait récemment ses vues sur l'économie. C'est vrai que vous donnez l'image d'une France dynamique, qui a envie d'y arriver, de faire sa place. À la tête aujourd'hui d'un super Bercy, Nicolas Sarkozy a pour mission de faire pour la croissance ce qu'il a fait pour la sécurité. Mais avec des prévisions à la baisse, l'entreprise n'est pas sans risque pour lui. Nicolas Sarkozy n'a pas obtenu Matignon, mais ce remaniement fait de lui le copilote de l'équipe gouvernementale. Autre pilier de ce gouvernement, Dominique de Villepin, 51 ans, il quitte le Quai d'Orsay pour remplacer précisément Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Un profil bien particulier, il s'agit d'un proche, parmi les proches de Jacques Chirac, certains lui prêtent de grandes ambitions. Jeff Wittenberg. Il aimerait sans doute que l'on garde ce souvenir-là. La France l'a toujours dit. C'était en 2003. Un mois avant le conflit en Irak, la France, un vieux pays, disait Dominique de Villepin, prenait une autre solution que la guerre. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Des applaudissements en plein Conseil de sécurité, un fait suffisamment rare pour donner à compter de ce jour une nouvelle dimension au ministre des Affaires étrangères. Il devient le porte-drapeau d'une certaine idée de la diplomatie française, active, déterminée, prête à tenir tête en dépit des sourires à la puissance américaine. Les Français ont découvert Dominique de Villepin en 1995. À l'époque, c'est lui qui vient annoncer la formation du gouvernement, en sa qualité de secrétaire général de l'Élysée, nommé par le nouveau président Chirac dès sa prise de fonction. Énarque, Dominique Galouzeau de Villepin, c'est son nom complet, est l'homme de confiance absolue du chef de l'État, avec Alain Juppé, dont il a été le directeur de cabinet. Le couple Villepin-Chirac se soude, dans les bons et les mauvais jours, comme la dissolution de 97 dont il passe pour être l'initiateur. Trop fougueux selon les uns, flamboyant disent les autres, cet admirateur de Napoléon, féru de poésie, est entré sur la scène politique du côté le plus prestigieux avec le Quai d'Orsay, sans se frotter jusqu'à présent aux rigueurs du suffrage universel. Et s'il faisait campagne il y a quelques jours, c'était pour Renaud Muselier, son secrétaire d'État. Désormais ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin sera en pleine lumière. Autre promu dans cette nouvelle équipe, Jean-Louis Borloo, 52 ans, à la tête du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale. Il incarne le virage social du gouvernement après l'échec des régionales. Alix Bouilleguet. À Valenciennes, il lui a préparé une visite sur mesure. Il y a 6 mois, Jean-Louis Borloo vantait sa ville comme un laboratoire social au chef de l'État. C'est pas fastoche de faire guide touristique dans ces conditions-là. Ce jour-là, l'ancien maire devenait le ministre modèle de Jacques Chirac. Et pourtant, son parcours est atypique. Lui n'a pas fait l'ENA ni Polytechnique. Il hésite, gagner de l'argent ou aider les autres, il commencera par l'argent. Il devient avocat, notamment de Bernard Tapie. Sa spécialité, la reprise des entreprises en difficulté. Sa carrière prend un virage en 89. Élu maire de Valenciennes, il découvre au passage les cités, la pauvreté, les exclus. La politique, il y arrive par le centre, d'abord aux côtés de Simone Veil, puis à l'UDF avec François Bayrou.
L'homme est connu pour toujours avoir une idée d'avance, mais un rendez-vous de retard. Celui programmé avec l'UMP, il ne le manquera pas. Est-ce qu'on sera plus efficace en étant strictement entre nous, ou est-ce qu'on sera plus efficace en étant tous ensemble? Au lendemain de la présidentielle de 2002, la question est vite tranchée. Ce sera l'UMP et un portefeuille, la ville, avec déjà un diagnostic. Nous savons qu'il y a deux France. Et il y a une France qui souffre terriblement. C'est celle-là pour laquelle nous travaillons aujourd'hui. C'est Claude Chirac, la fille du chef de l'État, qui vante la première son énergie et son anticonformisme. À 52 ans, Jean-Louis Borloo répète qu'il est arrivé au gouvernement sur un strapontin. Le voilà désormais assis dans le fauteuil du monsieur social. Et on s'arrête enfin sur l'homme qui sera en première ligne dans les prochaines semaines. C'est lui qui défendra la fameuse réforme de la sécurité sociale, un test pour le gouvernement. Il s'agit de Philippe Douste-Blazy, 51 ans, nommé à la santé et à la protection sociale. Martin Gouès, Peggy Leroy. Un poste ministériel, Philippe Douste-Blazy avait refusé dans le premier gouvernement Raffarin. Son explication, Toulouse vaut plus qu'un petit portefeuille. Il fallait faire un choix très rapide, où c'était la mairie, où c'était le ministère, et donc j'ai choisi Toulouse. Si le président de la République vous avait proposé Matignon, vous auriez choisi Matignon contre Toulouse? Oui. Voilà. Philippe Douste-Blazy, c'est un des fondateurs de l'UMP. De tradition centriste, il quittera son frère ennemi, François Bayrou. De nombreux députés UDF le suivent dans le parti chiracien. C'est en 2001 qu'il prend la mairie de Toulouse, mais sa gestion de l'après-AZF est critiqué par les associations locales. Médecin de formation, il a déjà connu les postes ministériels, la santé et la culture dans les années 90. Aujourd'hui, avec la protection sociale, il aura en charge les retraites, la santé, mais surtout l'assurance maladie. C'est le dossier le plus explosif pour le nouveau gouvernement. Le déficit se creuse, 30 milliards d'euros cumulés l'année dernière. Il y a urgence à réformer. Les syndicats adressent déjà une mise en garde sur la méthode. Nous lançons effectivement nous-mêmes une campagne de sensibilisation pour bien marquer notre intérêt à ce que nous ayons de réelles négociations sur ce sujet. Autrement dit, nous ne serons pas disposés à voir rééditer l'exercice auquel on s'est livré s'agissant de la réforme des retraites. Jacques Chirac veut que ce dossier soit bouclé avant le 14 juillet. Pour cela, Philippe Douste-Blazy aura le soutien de Xavier Bertrand, jusqu'alors député de l'Aisne. Alors un premier commentaire avec vous, Gérard Leclerc. Vous nous avez rejoint sur ce gouvernement et ses hommes forts. D'abord, peut-être sur ce changement d'affectation de Nicolas Sarkozy. Oui, et déjà ces quatre ministres sont bien les 4 piliers d'un gouvernement, les 4 priorités. Nicolas Sarkozy connaît bien l'économie, il a été ministre du budget, il ne cache pas son libéralisme, c'est un fervent partisan de la baisse des impôts. Il aura un vrai défi à relever, sortir la France de la croissance molle, des déficits les plus élevés d'Europe. Il faudra les ramener coûte que coûte de 4 à 3% du PIB. Enfin, ramener la confiance et redresser la situation et prouver ainsi qu'il est aussi efficace dans les finances qu'à la sécurité. Pour Dominique de Villepin, très proche de Jacques Chirac, l'objectif est simple, c'est de prolonger les bons résultats obtenus en matière de sécurité. C'est le seul succès, en fait, véritablement reconnu au gouvernement Raffarin. À Philippe Douste-Blazy, la mission presque impossible de réussir en 3 mois l'explosive réforme de l'assurance maladie, un déficit abyssal de plus de 10 milliards d'euros. Des syndicats qui ont durci le ton et multiplié les mises en garde, on a envie de dire bon courage. Enfin, à Jean-Louis Borloo, la nouvelle coloration sociale de ce gouvernement, rétablir la cohésion sociale en faisant baisser le chômage qui n'a cessé de grimper depuis 2 ans, en agissant en matière de logement, d'éducation, d'intégration dans les quartiers contre la précarité et l'exclusion. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelait il y a quelque temps la fracture sociale, non? Vous restez avec nous, Gérard. On va maintenant vivre la journée d'un ministre qui a pris du galon. L'attente, la confirmation, la joie contenue. Il s'agit de Dominique Bussereau. Il était secrétaire d'État au transport. Il est maintenant au budget. L'une de nos équipes était à ses côtés, équipe emmenée par Stéphane Despinois et Francis Forget. Monsieur Dominique Bussereau, secrétaire d'État au budget et à la réforme. Pour Dominique Bussereau, cette nomination, c'est la fin d'une longue attente. C'est important de l'entendre dans la bouche du secrétaire général de l'Élysée. Car depuis 48 heures, le téléphone de l'ancien secrétaire d'État au transport n'a cessé de sonner. Voilà, attends, ne quitte pas, excuse-moi Guy. Oui. Nous sommes hier en milieu de journée. Jean-Pierre Raffarin vient d'être chargé de former son 3e gouvernement. Le suspense commence. J'en sais guère plus que la moyenne, puisque Jean-Pierre prend le temps nécessaire.
Ministre sortant et candidat à un portefeuille consulte ce proche du Premier ministre. Il y a des députés qui ont des messages à passer sur l'action gouvernementale ou qui sont intéressés par jouer un rôle dans une équipe et qui le disent à ceux qui connaissent bien, à leurs amis, voilà. Le déménagement en tout cas a déjà commencé. Sans attendre le futur point de chute de leur ministre, les collaborateurs font leur carton. Le directeur de cabinet ne sait pas où il va, alors pour l'instant, il classe et il élimine. Voilà. On broie également. Donc il y a un certain nombre de dossiers qui sont un peu plus sensibles que les autres, et ceux-là, on broie. Et dans la cour du ministère, les sacs de confettis s'accumulent. Dominique Bussereau fait mine de ne pas savoir à quel poste il est nommé. Il relativise son stress. La fonction ministérielle est une fonction par nature, c'est un CDD, c'est pas un CDI. Donc on est moins stressé que lorsqu'on attend par exemple des résultats d'élection. Après avoir fait tandem avec Gilles de Robien, Dominique Bussereau va devoir maintenant composer au budget avec Nicolas Sarkozy. Une arrivée remarquée maintenant, celle de Michel Barnier. Il était jusque-là commissaire européen. Il fait son entrée au Quai d'Orsay. Il dirigera donc la diplomatie française. Jean-Paul Chapelle, Anthony Maston. À Bruxelles, Michel Barnier s'est révélé. Le Savoyard, réputé bosseur, a acquis une aura internationale. Aujourd'hui promu, il reçoit les félicitations de son ex-patron, le président de la Commission. Je suis vraiment content que la France a estimé que la Commission européenne est capable de produire des ministres des Affaires étrangères pour la République française. Ça, c'est le maximum. Retour à la politique nationale, donc, pour ce Chiracien qui a commencé à militer très tôt. J'ai toujours vu à la politique, même gamin, parce qu'il a commencé à 14 ans. Alors, vous voyez que ça... À l'École supérieure de commerce de Paris, il compte parmi ses camarades un certain Jean-Pierre Raffarin. Lui, il était programmé déjà, le logiciel, c'était étudiant ministre. On savait qu'il serait ministre. Ministre, il le sera en 1993, dans le gouvernement Balladur, à l'environnement, puis aux affaires européennes. L'Europe, il y prend goût. Nommé commissaire à Bruxelles, il croise dans les couloirs Dominique de Villepin. Il participe à la Convention pour élaborer la future Constitution. De la scène européenne à la scène internationale, il ne manquait qu'une marche que Michel Barnier gravite aujourd'hui. Et à noter qu'à ses côtés, on l'a indiqué tout à l'heure, Michel Barnier aura Claudie Aigneret qui glisse de la recherche aux affaires européennes où elle remplace Noël Lenoir. Et puis dernière minute, on apprend que c'est Jacques Barrot, jusque-là président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui remplacera Michel Barnier comme commissaire européen à Bruxelles. Du côté des partants maintenant, on note d'abord le départ des ministres dits de la société civile, c'est-à-dire les personnalités extérieures au monde politique, Francis Maire par exemple, ou encore Luc Ferry. Luc Ferry qui a été rapidement contesté par les syndicats enseignants. Alban Mikosi, Florence Griffon. Merci à vous. Voilà la dernière apparition de Luc Ferry, ministre. C'était il y a 5 jours dans un collège de banlieue. L'homme apparaissait isolé. Qu'il semble loin, le temps de sa nomination, plutôt bien perçu en mai 2002. Jack Lang, son prédécesseur, loue alors sa connaissance des dossiers. Luc Ferry, auparavant directeur des programmes scolaires, devient le symbole de ces personnalités non politiques sur lesquelles mise le gouvernement. Une lune de miel qui ne dure pas. 2003 reste marqué par une grève interminable des enseignants contre la décentralisation. Un projet de loi auquel ils ne croient guère et cela se voit parfois, comme ici à Amiens. Notre académie est en retard. On n'arrive pas à rattraper les retards malgré les progrès qui sont faits. Je ne peux pas vous donner entièrement tort parce que ce que vous dites n'est pas entièrement faux, loin de là. Pressé par Jean-Pierre Raffarin, Luc Ferry soutient finalement le projet et explique sa conception de l'éducation dans un petit livre qui provoque des réactions contrastées. Maladresse ultime, le plan de décentralisation est retiré, mais c'est Nicolas Sarkozy qui l'annonce. Nous avons levé une partie des malentendus. Luc Ferry apparaît alors d'autant plus fragile que l'UMP ne l'a jamais reconnu comme l'un des siens. Je prends des décisions et si la nation tout entière juge que ces décisions ne sont pas bonnes, eh bien aux prochaines élections ou même avant, eh bien, on démissionne un ministre ou on vote pas pour un gouvernement. C'est parfaitement légitime, c'est la loi de la démocratie. Dans le débat sur le voile, il est chargé de défendre un texte auquel il a d'abord dit ne pas croire beaucoup. Lassé, Jean-Pierre Raffarin finira par lui retirer le dossier. Dès lors, Luc Ferry est en sursis et même ses réussites, comme la lutte contre l'illettrisme, passent inaperçues. Luc,
Luc Ferry qui sera donc remplacé par François Fillon, ministre de l'Éducation et de la Recherche, numéro 3 du gouvernement. Il devra renouer des liens de confiance avec les enseignants, mais aussi avec les chercheurs. Et il sera assisté pour cela de François Daubert, qui avait déjà occupé ce poste consacré à la recherche dans un précédent gouvernement. Les deux hommes sont visiblement très attendus en tout cas. Plusieurs dizaines de chercheurs s'étaient rassemblés ce soir devant le ministère pour demander une décision positive sur l'emploi. Dans un instant, on va entendre les réactions à gauche et à l'UDF. L'UDF qui n'a pas souhaité accroître sa participation au gouvernement. Mais d'abord un mot plus général avec vous Gérard sur cette équipe. Ce qui retient l'attention, c'est qu'elle est très UMP et qu'il y a beaucoup de très proches de Jacques Chirac. Oui, absolument. On a annoncé un gouvernement renouvelé, resserré et très politique. Il est renouvelé dans la mesure où la grande majorité des ministres changent de poste ou sont remplacés. Ce sont effectivement tous des politiques, souvent expérimentés, mais il n'y a pas de grande surprise. Il y a peu de femmes dans les grands ministères. Il y a quelques jeunes, souvent élus aux dernières législatives de 2002, mais pour des postes secondaires. Le gouvernement est loin d'être resserré. 30 ministres, 13 secrétaires d'État, c'est plus qu'avant. C'est surtout, vous l'avez dit, un gouvernement monocolore, UMP, sans représentant de la société civile et sans UDF, autre que Gilles de Robien, qui est maintenu à son ministère, face à une situation difficile et dans le climat hostile de l'après-régional. C'est, disons, un pari assez osé. Merci Gérard. Et puis je vous le disais, Jacques Chirac a décidé de s'exprimer. Il sera l'invité des journaux de 20h de France 2 et TF1 demain soir. Il répondra notamment aux questions d'Arlette Chabot. Et puis dans un instant, nous recevrons l'un des nouveaux entrants dans cette équipe Raffarin 3, Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères. Nous le pressentions, mais nous ne souhaitions pas l'annoncer avant d'en être certains. Les réactions d'abord. On commence donc par l'UDF, qui est effectivement resté à l'écart de cette nouvelle équipe, même si Gilles de Robien, seul ministre UDF jusque-là, est reconduit. Véronique Saint-Olive. François Bayrou est sur la corde raide. Hier après-midi, Jean-Pierre Raffarin le reçoit à Matignon, les bras grands ouverts. Il propose l'entrée massive de ministres UDF dans le nouveau gouvernement et fait valoir cela comme un signe fort de changement et de cohésion retrouvée. Retour à l'UDF, François Bayrou met au point sa réponse. Nous pensions que l'heure était à ouvrir une page nouvelle, que le pays avait exprimé une volonté de changement extrêmement forte et que le choix qui a été fait rend plus difficile encore la possibilité d'ouvrir une page nouvelle. Le président de l'UDF veut éviter de passer pour un diviseur, alors il pose ses conditions et exige un changement radical de politique. C'est alors que Jacques Chirac l'appelle au téléphone. La conversation sera longue, mais les deux hommes ne trouvent pas de terrain d'entente. Pourtant, le président de la République ne ferme pas la porte, il parle déjà de nouvelles retrouvailles. Toute la journée, le Premier ministre tentera pourtant de fléchir des membres de l'UDF, mais tous ont décliné l'offre. Seul Gilles de Robien, déjà ministre hier, participera au nouveau gouvernement. Ce soir, dans l'entourage de François Bayrou, pas de regret. On a demandé des signes pour une politique plus cohérente, pour une politique plus juste et pour une politique plus lisible. Ces signes, nous ne les avons pas eus et donc nous observons ce que fera le gouvernement. Un pied dedans, un pied dehors, l'UDF a retrouvé sa position singulière. Les réactions à gauche maintenant, la tonalité reste celle de ces derniers jours. Alexandre Carra, Jean-Louis Melin. C'est un gouvernement sans souffle, sans autre ambition que celle de gagner du temps. Beaucoup de Françaises et de Français savent ce soir le mépris avec lequel on a traité leur suffrage. Ce gouvernement ne va pas s'occuper de leurs problèmes, mais il va s'occuper de l'UMP et de Jacques Chirac. On reprend les mêmes et on recommence. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de Français et de Françaises qui ont exprimé leur colère, leur mécontentement dimanche dernier ont l'impression que le suffrage universel est bafoué, puisqu'on a les mêmes hommes qui vont faire la même politique. En fait, le président de la République a fait un gouvernement pour finir le sale boulot, c'est-à-dire casser le code du travail et l'assurance maladie. Les personnes changent un peu, la politique ne va pas changer, c'est un gouvernement de transition qui va faire cette politique de casse sociale qui a déjà commencé depuis 2 ans et qui va continuer pour combien de temps? Quelques mois sans doute. Bonsoir Michel Barnier, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le tout nouveau ministre des Affaires étrangères et européennes. Félicitations et encouragements. Avant de parler du gouvernement, vous avez entendu que vous êtes attendu au tournant. Un mot sur vous-même. On a dit d'abord que vous aviez beaucoup hésité parce que vous souhaitiez rester à Bruxelles, commissaire européen encore quelques temps. C'est vrai parce que le travail que j'ai fait depuis 5 ans à la Commission européenne était passionnant, au cœur d'un projet qui pour moi reste
à l'échelle d'un continent, le plus beau des projets politiques. Si la politique, comme je le crois, consiste à faire du progrès, de la stabilité, de la paix plutôt que des conflits, alors le projet européen, qui ne nous interdit pas d'être patriotes et français, est le plus beau des projets politiques. Mais je prolonge cet engagement européen, puisque le ministre des Affaires étrangères aura au cœur de son action le projet européen, sous l'autorité du président de la République, et puis d'autres dimensions sur d'autres théâtres, d'autres scènes du monde. Le Quai d'Orsay, ça ne se refuse pas? Non, ça ne se refuse pas, quand on vous le demande, parce que Jacques Chirac me l'a demandé, Jean-Pierre Raffarin. Je suis aussi heureux de rejoindre une équipe dans la difficulté, pour vous dire la vérité. Et je trouve que le sectarisme et l'agressivité de certains responsables socialistes n'est pas responsable. Nous allons nous occuper des problèmes des Français. Et peut-être avec de nouvelles inflexions, avec un souci d'explication supplémentaire. D'ailleurs, l'organisation d'explication ou un changement sur le fond? Il y aura des inflexions probablement. L'appel, moi j'ai entendu, comme citoyen français, même de Bruxelles où je me trouvais encore hier, j'ai entendu l'inquiétude, l'attente des Français. Nous allons répondre à cette attente par l'action. Et je ne trouve pas le mépris de certains responsables socialistes très correct. Je trouve même qu'il y a une certaine hypocrisie, pour vous dire la vérité. Mais quand vous dites dans l'action, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui ne s'inscrira pas dans la continuité, vraiment dans la continuité du Raffarin 2, ce sera de nouvelles orientations, de nouvelles actions? Il y aura une continuité, parce que le pays a besoin d'être réformé, peut-être avec davantage d'explications. Nous avons besoin de réduire l'endettement du pays. Comment accepter cette dette insupportable pour nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer des impôts à cause de nous? Oui, mais depuis 2 ans, elle n'a pas diminué, au contraire. Et à cause des gouvernements précédents. Donc nous allons faire cet effort, nous allons continuer à réformer. Regardez bien la composition de ce gouvernement, vous verrez tout de même qu'il y a des inflexions qui s'annoncent, notamment sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo pour la cohésion sociale. Vous avez entendu Julien Dreildy, gagner du temps. Est-ce que c'est un gouvernement à siège éjectable? Si les Européennes confirment le verdict des régionales, tout le monde saute? Vous vous sentez sur un siège éjectable? Pourquoi les Européennes confirmeraient-elles? Nous allons, après avoir entendu le message, agir. Moi, je ne suis pas là pour participer à quelque critique ou polémique que ce soit. Je suis là pour que mon pays réussisse. Et si la France réussit, pourquoi ce gouvernement ne durerait-il pas? Donc il va tenter de redresser le tir. Maintenant, les élections européennes, puisque j'en ai l'occasion, mais vous m'entendrez en reparler assez souvent dans les semaines qui viennent, j'ai l'intention de mener la campagne électorale pour expliquer en quoi l'Europe est importante pour la sécurité, pour la force de la France, en même temps d'expliquer aussi que c'est notre intérêt de participer au projet européen. Mais vous savez que si ces élections européennes confirment dans leurs résultats les régionales... Et pourquoi dites-vous une deuxième fois qu'elles vont confirmer? Il n'y a pas de fatalité à perdre les élections. Vous êtes là pour redresser le tir, c'est bien ça? Je suis là avec d'autres et en équipe pour que, après avoir entendu le message des Français, dans l'action, et s'agissant des élections européennes, en expliquant à quoi sert un député européen, qui a un rôle très important à Strasbourg, que les résultats des européennes soient meilleurs. Un dernier mot, Jean-Pierre Raffarin, vous l'avez vu, vous l'avez trouvé déterminé, combatif, en forme, après ce revers? Naturellement, il était déçu, mais je connais bien Jean-Pierre Raffarin depuis très longtemps. Pour la petite histoire, nous sommes même sortis de la même école de commerce il y a très longtemps, donc nous nous connaissons bien, nous avons une vraie complicité entre nous. C'est un homme qui a les épaules larges, qui est courageux et tenace. Et voilà aussi pourquoi j'ai accepté de le rejoindre. Il se sent en sursis? Non, il n'est pas en sursis. Il sait que lorsqu'on est Premier ministre, comme lorsqu'on est ministre, on est dans un poste temporaire, provisoire. Nous sommes là pour servir. Nous sommes des serviteurs de l'État. Donc nous savons bien que ça ne dure jamais toujours, mais je ne pense pas qu'on a raison de parier sur un court terme. Je crois que l'action que nous commençons, que nous poursuivons, que nous amplifions, que nous allons peut-être corriger, cette action s'inscrit dans le long terme. Merci Michel Barnier en tout cas d'avoir répondu si rapidement à notre invitation et bon courage pour cette nouvelle mission. Merci beaucoup. Voilà pour ce volet politique. Le gouvernement qui aura affronté, on l'a dit, une conjoncture morose. L'INSEE a revu en légère baisse ses prévisions de croissance pour le premier semestre. Autre indication, le chômage. Il est resté quasiment stable au mois de février, une très légère décrue même, moins 0,1%, soit 2700 demandeurs d'emploi en moins. On parle régulièrement des plans de licenciement, mais il y a aussi les recrutements. Hier, on évoquait l'annonce de Peugeot-Citroën, 7000 embauches en 2004 dans l'ensemble de la France. À l'usine d'Aulnay-sous-Bois, reportage Séverine Lebrun, Arnaud Wust. Peugeot-Citroën passe la vitesse supérieure, avec un objectif, produire 4 millions de véhicules en 2006 et lancer d'ici là 26 nouveaux modèles. Il faut donc embaucher. Le groupe PSA prévoit en 2004 7000 recrutements en CDI sur toute la France. Réaction de salariés sur le site d'Aulnay-sous-Bois. Ça nous fait beaucoup plaisir pour les jeunes et tout ça. Et j'espère que va donner le pré-retraite à les vieux pour être remplacé par les jeunes parce qu'ils ont besoin de boulot.
On est là, on est des intérimaires, on a besoin de travailler, mais on ne trouve pas de boulot. S'ils vont nous embaucher, ça sera mieux. La direction veut assurer le remplacement de plus de 2000 retraités qui devraient quitter le groupe cette année et anticiper le vieillissement de son personnel. Elle intègre aussi une partie des salariés sous-traitants, mais pas de précision sur le sort des intérimaires, et c'est bien ce qui inquiète les syndicats. Il y a à peu près 8000 intérimaires sur le groupe, ce qui est énorme, et cette pratique a été jugée par les différents tribunaux illégale et d'une manière abusive, et donc ça serait tout à fait normal et tout à fait juste que ces intérimaires seraient embauchés. Le groupe PSA, qui emploie près de 125 000 personnes en France, a créé sur ces 5 dernières années près de 10 000 emplois. Le doute des familles des marins du Bugalet-Braise, le naufrage du chalutier avait fait 5 morts le 15 janvier dernier, vous vous en souvenez, après avoir été éperonné par un navire toujours non identifié. Ce sont les autorités britanniques qui supervisent l'enquête, mais les rapports d'autopsie, par exemple, n'ont toujours pas été communiqués. Les parents des disparus redoutent qu'on leur cache quelque chose. Paul de Genève. Ces traces de peinture prélevées sur le Seattle Trader proviennent-elles du Bugalet-Braise? Ces gendarmes français ont fait le voyage jusqu'en Chine pour obtenir ces indices. Seule preuve éventuelle d'une collision avec le chalutier breton. C'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, ces prélèvements sont enfin entre les mains des autorités françaises. La peinture du cargo philippin doit maintenant être analysée et comparée à celle qui recouvre la coque du Bugalet-Braise. La justice française saura alors si le Seattle Trader a éperonné ou non le chalutier. Ces résultats sont attendus avec impatience en Bretagne, où les familles des victimes et les pêcheurs de Loch Tudy ont de plus en plus l'impression que la justice piétine. Il est grand temps qu'on nous dise la vérité. Là, la profession a peur maintenant de savoir qu'on peut naviguer sur l'eau et se faire assassiner. Et ces inquiétudes font renaître des soupçons pourtant écartés dès les premiers jours. Tous s'interrogent, les autorités britanniques ont-elles tout dit ? On n'a pas les rapports des autorités britanniques concernant les circonstances des opérations de sauvetage. C'est beaucoup d'imprécisions et cela laisse penser effectivement aux familles qu'on leur cache quelque chose. Et en particulier la position exacte des bâtiments militaires britanniques le jour du naufrage. Autre clé de l'enquête, le renflouement du Bugalet-Braise. Il est prévu avant la fin avril. En bref, la présentation de la maquette du pôle cancer qui sera installé à Toulouse sur le site de l'ancienne usine AZF. Ce sera l'un des plus grands centres de recherche en Europe sur le cancer et l'un des 7 grands pôles en France. Quelques 2000 personnes y travailleront. À l'étranger, premiers incidents majeurs dans la campagne présidentielle en Algérie. Des émeutes ont éclaté en Kabylie en marge d'un meeting du président Bouteflika qui est candidat, vous le savez, à sa propre succession. Amaury Guibert, Jérôme Bonny sur place. Abdelaziz Bouteflika à Tizi Ouzou, au cœur de cette Kabylie frondeuse qui n'est pas l'étape la plus facile du président candidat. Je dis, elle n'est rien sans l'Algérie. Mais l'Algérie n'est rien, elle n'est rien sans la Kabylie. Mais dans les rues de Tizi Ouzou, c'est la grève générale qui accueille le président. La plupart des Kabyles ne participeront pas à l'élection présidentielle. Pour eux, les différents candidats, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a un adage populaire chez nous qui dit que nous, ça veut dire nous, on change pas Hajj Moussa par Moussa al-Hajj. Ça sera du pareil au même, ça sera reconduire la même équipe existante maintenant et les mêmes pratiques, alors que nous prenons la rupture catégorique avec le système. Les jeunes de Kabylie sont encore sous le choc des exactions commises par certains gendarmes il y a 3 ans. Depuis, il ne manque pas une occasion d'en découdre avec les forces de l'ordre. La question qui se pose ici en Kabylie n'est pas tant quelle sera la participation à l'élection présidentielle du 8 avril prochain, mais plutôt quelle sera l'ampleur du boycott. Tant il est vrai que la plupart des habitants de cette région se considèrent comme les laissés-pour-compte de l'économie algérienne. En bref, l'enquête sur les attentats de Madrid avec les premiers mandats d'arrêt internationaux, en plus de la dizaine de personnes actuellement détenues. 6 hommes, vous les découvrez, sont officiellement recherchés. Et par ailleurs, la police a montré à la presse le contenu du sac de sport retrouvé intact dans l'un des trains. À l'intérieur, des explosifs, le système de mise à feu et un téléphone portable. Autant d'éléments qui ont permis de relever des empreintes digitales très précieuses pour l'enquête.
En Irak, nouveaux incidents très graves à 10 jours du premier anniversaire de la chute de Bagdad. 9 personnes, dont 5 soldats américains, ont été tués dans l'ouest du pays. Les 4 autres sont des civils qui travaillaient pour la coalition. Leur véhicule, vous le voyez, a été pris pour cible, puis brûlé. Leurs corps ont été traînés dans la ville, mutilés. Des images insoutenables que nous avons bien sûr choisi de ne pas montrer et qui provoquent une très vive émotion aux États-Unis. La campagne présidentielle américaine, précisément, elle se joue surtout à la télévision, à coups de millions de dollars pour acheter des messages publicitaires. Là-bas, on a le droit de critiquer son adversaire. John Kerry est systématiquement pris pour cible en raison de ses supposés revirements. Alain Chalvron, Aaron Diamond sur place. Il y a la campagne et les campagnes. Les campagnes publicitaires à la télé. Et là, avantage à Bush, 10 fois plus riche au moins que son adversaire. Pas de quartier, fini les jolies pubs qui montrent la belle Amérique de Bush. On va dépeindre Kerry comme un danger public, un homme incohérent, brouillon. Exemple. Un jour, dit ce spot, M. Kerry a voté pour la guerre en Irak. Mais plus tard, il a voté non quand on demande de l'argent pour nos soldats. Conclusion, John Kerry a tout faux sur les questions de défense. On passe au crible ses votes au Sénat au cours des 20 dernières années, son programme, ses discours. Kerry, une girouette dépensière, faible face aux terroristes et qui plus est, un homme qui augmentera vos impôts. La campagne de Bush a montré aussi une réactivité remarquable. Les prix de l'essence ont atteint un niveau record aux États-Unis. John Kerry aurait-il la tentation d'utiliser cela ? Dès le lendemain, ce spot est diffusé. Kerry, rappelle-t-on, a proposé une augmentation de la taxe sur les produits pétroliers. Ce n'est qu'un projet, mais c'est suffisant pour insinuer, avec ces images évoquant la Grande Dépression de 1929, que le sénateur candidat pourrait être responsable d'une éventuelle récession. Plus c'est gros, et mieux ça passe. Les sondages montrent en tout cas un renversement de tendance. Alors qu'il y a 15 jours encore, John Kerry était donné gagnant, c'est aujourd'hui George Bush le favori, et ce, en dépit de toutes les déconvenues qu'il peut avoir en Irak ou au Congrès. Un sommet pour la reconstruction de l'Afghanistan à Berlin. Hamid Karzai, le président du pays, a lancé un cri d'alarme en direction des pays occidentaux. Une grande insécurité règne toujours dans le pays, dirigée par les clans. Et le trafic de drogue représente la moitié du produit national. Il faudrait 27 milliards de dollars sur 7 ans pour reconstruire l'Afghanistan. Jusqu'à présent, les pays occidentaux n'en ont versé que 3 sur 7 promis ces 2 dernières années. En France, l'estimation annuelle du budget automobile des Français, 350 à 400 euros par mois environ pour une voiture à essence. Et surtout, cette conclusion, la location n'est pas plus chère que l'achat. Luc Bazizin, Patrick Voix. Ce geste-là correspond systématiquement à une dépense. À gauche, le modèle diesel le plus vendu sur le marché français. À droite, la voiture essence la plus commercialisée. En fait, les 2 véhicules de référence retenus par la Fédération des Automobiles Clubs pour établir son budget annuel. En 2003, toutes dépenses cumulées, le diesel aura coûté 7 324 euros et l'essence 4 500 euros sur l'année. Nous sommes allés chez ce spécialiste de la location automobile pour comparer les prix, avec les mêmes modèles et les mêmes critères de dépenses, garage, péage et carburant compris. On considère dans les 2 cas que l'automobiliste garde sa voiture pendant 4 ans. Pour le modèle essence, l'achat revient à 375 euros par mois, la location 11 euros de moins. Pour le véhicule diesel, acheter revient à 610 euros par mois, loué à 547 euros par mois. La différence est donc encore plus forte. Et le choix entre posséder ou utiliser n'est pas seulement une question de chiffres. L'automobiliste n'a plus à se soucier de son entretien, il n'a plus à se soucier de sa perte de mobilité, il n'a plus à se soucier de son assurance, il a à se soucier de conduire sa voiture, point, dans le cadre d'un contrat de location. À combien revient une voiture ? Chacun peut se faire une idée en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Non, une idée exactement, non, j'en ai pas eu. Le prix de revient, je suis comme beaucoup de Français, je ne le connais pas exactement. La moitié des Français croient que leur budget automobile est le tiers de la réalité. Alors on oublie l'investissement de départ. On a mis 10 000 euros d'apport, on les oublie. On ne pense plus qu'à la mensualité. On change l'embrayage, on oublie que dans 6 mois on a changé l'embrayage. Donc le Français ne veut pas savoir combien lui coûte sa voiture. Et pourtant, louer ou acheter, la comparaison mérite de plus en plus le calcul.
Cette plainte d'un nouveau genre à Vichy, un joueur de casino ruiné par ses excès porte plainte contre l'établissement. Un peu comme les fumeurs ou les alcooliques, il estime que rien n'a été fait pour le guérir, entre guillemets, de sa dépendance. Vincent Nguyen, Laurence Deleur. Le cri du bandit manchot lui trotte encore dans la tête, mais Jean-Philippe est sevré depuis 7 mois. Dans le Canard aujourd'hui, il raconte sans complexe comment il s'était plumé. Je suis allé jouer de mon plein gré. J'ai joué 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai commencé par y aller les après-midi et après du matin jusqu'au soir et tous les jours. 5 000 € par jour en moyenne pendant 8 ans, jusqu'à la ruine. Pour Jean-Philippe, c'est sûr, on l'a pris pour un pigeon. On aurait dû l'empêcher de se brûler les ailes. Au propriétaire du casino de Vichy, il réclame maintenant 687 000 € pour réparer son préjudice économique et moral. On n'a absolument rien fait, au contraire. On m'offrait des boissons, on m'offrait restauration, on m'offrait tout ça. Mais en contrepartie, on ne s'est jamais préoccupé de moi. Donc aujourd'hui, je dénonce que le jeu, si les gens qui sont eux les professionnels ne s'occupent pas plus des joueurs, ça va devenir un fléau très grave. Pour le propriétaire, les clients sont des gens responsables qui ne peuvent ignorer qu'au casino, on perd de l'argent. D'ailleurs, on l'affiche à l'entrée. Le directeur a l'impression d'une farce dont il ne veut pas être le dindon. Moi, je vous dis, je suis un commerçant et je vends de l'adrénaline. Voilà, donc on a un discours très très clair. Nous, on raconte pas d'histoire à nos clients. Là, on va finir par dire, on va porter plainte parce que l'eau, ça mouille et que le feu, ça brûle. Voilà le schéma vers lequel on se dirige. Dans le monde du jeu, qui entraîne qui, c'est un peu posé la question de l'œuf et de la poule. Cette assignation est une première, on ignore encore si elle a une chance d'aboutir, mais elle a le mérite de susciter le débat. Une victoire pour les éco-citoyens à Grenoble qui campaient dans les arbres pour empêcher leur destruction en vue de la construction d'un stade. La municipalité les avait finalement fait évacuer. Eh bien, le tribunal administratif vient de leur donner raison. Motif, le projet n'a pas fait l'objet de déclaration de projet postérieurement à l'enquête publique. Le permis de construire a donc été suspendu. Mobilisation à Brive-la-Gaillarde autour de ce qu'on appelle l'affaire Coccinelle. Les enfants de toutes les écoles primaires de la ville bénéficiaient jusque-là d'un cours de biologie très apprécié sur ces insectes, un programme pédagogique qui risque de s'arrêter suite à la modification du poste de l'instituteur qui assure cet enseignement. Muriel Lassaga, David Bress sur place. Chez les coccinelles, il y a des mâles et des femelles. Si on veut des œufs, il faut qu'il y ait un accouplement entre le mâle et la femelle. Voilà 10 ans que dure la belle histoire. Celle d'une bête à bon Dieu et de petites têtes blondes qui ensemble apprennent le cycle de la vie pour un jour voler de leurs propres ailes. C'est beau, j'aime bien aussi leur environnement. D'abord, moi, quand j'avais pas découvert les coccinelles, je savais pas du tout comment étaient les œufs. J'aime bien quand on les voit devenir adultes et quand elles changent de couleur. Ah oui, tu vois là, elle veut commencer à faire sa nymphe. Larve, puis nymphe, l'étude de la coccinelle devient un jeu d'enfant. On élève même des pucerons pour nourrir ces petits coléoptères. Un vrai programme pédagogique qui a même débouché sur la vente de larves pour jardiniers bio. Mais la belle histoire pourrait bien s'arrêter là, car l'inspection académique de Corrèze a décidé que cet instituteur devra effectuer des remplacements dès la rentrée prochaine. Je veux bien donner de mon temps, je veux bien venir les mercredis, je veux bien venir les samedis, je veux bien venir les dimanches, mais si en plus on me demande de faire des remplacements, c'est quand même une non-reconnaissance quelque part de ce travail et je ne le ferai pas. Les parents d'élèves se sont mobilisés, manifestations, pétitions, mais l'inspecteur d'académie tient bon, estimant, je cite, qu'il n'a pas pour vocation à payer un enseignant pour l'élevage de coccinelles. Du coup, la petite bête à bon Dieu pourrait bien disparaître de la vie de l'école. L'événement à Marseille, l'Alcazar, l'ancien music hall de la ville, bien connu, laisse sa place à une bibliothèque ultra moderne. C'est même la plus grande bibliothèque de France hors Paris. Elle est prête à accueillir 10 000 visiteurs par jour. Yannick Aroussi, Christophe Larocca. Une file d'attente sous la marquise de l'Alcazar, on n'avait pas vu ça depuis les années 60. L'Alcazar, salle de spectacle mythique à 2 pas de la Canebière, le bastion de l'opérette marseillaise, puis du music-hall. Johnny Hallyday, Yves Montand, Maurice Chevalier, Fernandel, Brassens, la liste des vedettes à l'affiche de l'Alcazar est longue et prestigieuse. Jusqu'en 1966, faute d'argent, l'histoire d'amour entre le public marseillais et ses monstres sacrés se termine.
je veux me saouler de printemps. Aujourd'hui, plus de musique, mais les bibs ont tout genre d'appareils ultramodernes. La nouvelle bibliothèque à la technologie avancée abrite 1 million d'ouvrages dans un décor aux lignes épurées. C'est fantastique, tu nous réveilles à tout point de vue, que c'est un événement essentiel pour Marseille. L'accès à la lecture pour tous, y compris les malvoyants, avec à leur disposition, entre autres, cette drôle de machine, un scanner qui lit tout type de texte. Presque au niveau de la mer. Pour des gens comme moi, comme on n'a pas une bonne vue, c'est le néant complet. Gants blancs obligatoires dans la salle des livres anciens. Le déménagement des réserves des bibliothèques de la ville vers ce nouveau lieu a permis de retrouver des ouvrages oubliés. Je regarde par curiosité s'il n'y a pas une photo de Flaubert. Pour sa journée d'ouverture, la bibliothèque a accueilli 6000 visiteurs. Une magnifique soif de lecture dans l'un des quartiers les plus populaires de Marseille. Dans un instant, retour à l'information de cette soirée, la composition du nouveau gouvernement, Raffarin 3. Mais d'abord, le retour du Zoulou blanc. Johnny Clegg, le porte-drapeau du combat anti-apartheid dans les années 80. Il retrouve la scène à l'occasion d'une tournée mondiale et de la sortie simultanée d'un CD. Il était hier à Paris pour la première fois depuis 6 ans. Olivier Lenouza, Yann Moine. Les années ont passé, l'histoire a basculé, l'Afrique du Sud ne connaît plus l'apartheid. Lui a vieilli légèrement. Le Zoulou blanc au milieu des siens. En 1976, il crée dans son pays le premier groupe multiracial. Ses chansons sont alors interdites, ses concerts interrompus par la police. Johnny Clegg se souvient de 2 décennies de lutte. Il pense à ce jour de 1999. Ce soir-là, en Allemagne, Nelson Mandela le rejoint sur scène. C'est l'illustration parfaite de tout ce que nous avions fait. C'était vraiment très spécial. J'étais particulièrement heureux et fier. Voir Nelson Mandela faire son mouvement sur scène, c'était simplement magnifique. Magnificent. Scattling South Africa. Johnny Clegg s'engage toujours. Aujourd'hui, il dénonce les méfaits de la mondialisation. De nos jours, plus que jamais dans toute l'histoire, on subit des pressions de toutes parts. Dans ce contexte, le rôle de l'artiste est capital. Anthropologue, il étudie les racines de son peuple. En concert, il chante l'Afrique, il chante, il danse, comme si finalement, rien n'avait changé. Voilà, avant de refermer ce journal, retour donc sur cette information, on l'annonce une demi-heure à peine avant le début de ce journal, du nouveau gouvernement, de sa composition, ce qu'il faut retenir de cette équipe Raffarin 3 et les NUG. Numéro 2 du gouvernement, nommé ministre d'État, Nicolas Sarkozy prend la tête d'un super ministère de l'économie et des finances. C'est Dominique de Villepin qui lui succède au ministère de l'Intérieur. Jean-Louis Borloo se voit confier un grand ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Philippe Douste-Blazy s'occupera de la santé et de la protection sociale. Il remplace François Fillon qui hérite du portefeuille de l'Éducation nationale. Parmi les nouveaux venus au gouvernement, Michel Barnier quitte Bruxelles pour le ministère des Affaires étrangères. Renaud Donnedieu de Vabre retrouve un portefeuille, celui de la culture. François Daubert remplace Claudie Aigneret à la recherche, un poste qu'il a déjà occupé. À l'écologie, c'est Serge Lepelletier qui succède à Roselyne Bachelot. Enfin, arrivée de la maire d'Avignon, Marie-Josée Roig, au ministère de la Famille. Déjà ministre, il change d'affectation. Claudie Aigneret s'occupera désormais des affaires européennes. Xavier Darcos passe de l'enseignement scolaire à la coopération. Dominique Bussereau sera aux côtés du ministre des Finances, secrétaire d'État au budget. Patrick Devedjian prend en charge l'industrie. Renaud Dutreil, la fonction publique et la réforme de l'État. Enfin, Jean-François Copé devient ministre délégué à l'Intérieur et reste porte-parole du gouvernement. Pas de changement pour 5 ministres du gouvernement. Michel Alliot-Marie reste à la Défense. Dominique Perben à la Justice. Hervé Guémard conserve le portefeuille de l'Agriculture. Gilles de Robien, celui de l'équipement, des transports et de l'aménagement du territoire. Enfin, Jean-François Lamour garde le ministère des Sports.
Au total, le gouvernement Raffarin III compte 43 ministres et secrétaires d'État. Deux informations encore, on découvrait Gilles de Robien. Eh bien, François Bayrou déclare ce soir que le changement n'est pas au rendez-vous. Gilles de Robien, le seul ministre UDF de cette formation. Et puis on apprend que Jean-Paul Delevoye, qui était auparavant ministre de la fonction publique, a été nommé médiateur de la République. Un rappel enfin, Jacques Chirac sera l'invité des journaux de 20h de TF1 et France 2 demain. Il répondra aux questions d'Arlette Chabot et Patrick Power d'Arvor. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Brevet, 21h un téléfilm inédit, La peine d'une mère, 1h moins 10 dernier journal Laurence Piquet, 1h30 des mots de minuit avec Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin et notez le rendez-vous dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale qui vient donc d'être nommé à ce poste. Avant de se quitter, une image de Moscou, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous, c'est ce que diraient les anciens communistes. Rolls-Royce a ouvert sa première concession sur la place Rouge. Une ouverture qui coïncide avec le 100e anniversaire du prestigieux constructeur automobile. À demain.